Être un tireur d'élite en 1939, c'est porter une cible invisible. Sur le champ de bataille, la haine qu'ils inspirent dépasse celle de n'importe quel autre soldat. Tuer de loin, avec précision, sans être vu. Pour les officiers de la vieille école, ce n'est pas de la guerre, c'est un meurtre de sang-froid. Pourquoi les grandes puissances ont-elles abandonné leurs meilleurs tueurs du jour au lendemain? Le mépris vient d'en haut. En 1918, la Grande-Bretagne possède une machine de guerre de précision redoutable. Des fusils spécialisés, des optiques calibrées, des hommes entraînés par 4 ans de boue et de sang. Pourtant, la paix signée, le démantèlement est total. Londres vend ses télescopes à des chasseurs civils. Les fusils de précision sont désossés. L'expérience s'évapore. Pour le haut commandement britannique, le sniping est une pratique indigne d'un gentleman. On préfère les charges de cavalerie et l'éclat des baïonnettes. Le tireur caché, lui, dérange l'honneur des salons militaires. En 1939, le réveil est brutal. L'armée britannique n'a plus rien. 0 unité, 0 doctrine. Les tireurs allemands vont leur faire payer chaque mètre de terrain. Aux États-Unis, le constat est pire. Washington entame le second conflit mondial avec une préparation nulle en tir de précision. Mais l'ironie la plus cinglante vient de Berlin. L'Allemagne, qui avait terrorisé les tranchées de la Grande Guerre, a elle aussi liquidé ses unités d'élite durant l'entre-deux-guerres. La Wehrmacht a tout oublié. Il faudra attendre les massacres face aux snipers soviétiques pour que Berlin réagisse. L'école de tir de précision allemande n'ouvrira de nouveau ses portes qu'en 1943. Tandis que Berlin et Londres sacrifiaient leurs tireurs, un fermier finlandais réécrivait les lois de la guerre. Novembre 1939. L'armée rouge franchit la frontière. La supériorité soviétique est totale. Plus de chars, plus d'avions, plus d'hommes. Pour Moscou, l'invasion n'est qu'une formalité bureaucratique. Elle va devenir un cimetière. Simo Häyhä n'est pas un soldat de métier, c'est un chasseur. Son arme, un Mosin Nagant finlandais, le Pistikorva. Pas de lunettes télescopiques. Simo refuse l'optique pour 3 raisons. La buée, le reflet du soleil sur le verre et la silhouette. Une lunette oblige à relever la tête. Relever la tête, c'est mourir. La mécanique de sa survie est une chorégraphie invisible. Avant l'aube, il s'enterre dans la neige. Il tasse un monticule dense devant son canon. Cela étouffe le souffle du tir et cache la poudre qui vole. Dans sa bouche, de la neige, toujours, pour que sa respiration ne trahisse aucune vapeur dans l'air gelé à moins 40 degrés. Il reste immobile. De l'aube au crépuscule. Un bloc de glace avec un fusil. Les résultats défient la logique militaire. 500 soldats contre un seul homme. C'est l'effectif d'un bataillon entier rayé de la carte par un seul fusilier. Les archives officielles comptent 259 victimes au fusil. Son commandant double ce chiffre avec ses actions au pistolet mitrailleur. Les soviétiques l'appellent la mort blanche. Il déploie des unités d'élite, des mortiers, des barrages d'artillerie lourde sur des secteurs entiers pour supprimer un seul point sur la carte. Rien ne l'arrête. Simo abat même le meilleur tireur d'élite envoyé par Moscou d'une balle en pleine tête au coucher du soleil. Le destin finit par le rattraper le 6 mars 1940. Une balle explosive lui fracasse la mâchoire gauche. Ses camarades le jettent sur une pile de cadavres. Il est méconnaissable. La moitié de son visage a disparu. Seul le mouvement d'un pied signale qu'il respire encore. Il sombre dans le coma. Il se réveille le 13 mars 1940, le jour exact de la signature de la paix. Sa guerre est finie. Il subira 26 opérations chirurgicales pour reconstruire son visage. Simo Häyhä s'est éteint dans son lit en 2002. L'ironie de l'histoire est brutale. Simo Häyhä massacrait la seule armée au monde qui s'était sérieusement préparée au tir de précision. 1914, la Grande Guerre. La Russie impériale ne possède aucune unité de tireurs d'élite. Les soldats du tsar tombent par milliers sous les balles allemandes et autrichiennes. C'est un carnage à sens unique. Les tireurs adverses frappent avec une impunité totale. Moscou retient la leçon. Dans les années 20, alors que Londres et Paris démantèlent leur programme, l'Union soviétique transforme le tir de précision en une industrie d'État. Le pays crée des écoles. Il forme des dizaines de milliers de tireurs d'élite de Vorochilov. Le sniper devient un rouage de la machine de guerre rouge. Pourquoi un tel investissement pour une discipline jugée obsolète à l'Ouest?
Parce que les planificateurs soviétiques refusent de revivre l'humiliation de 1917. Ils construisent leur doctrine à partir de zéro. Le snipers n'est plus un sport de gentleman, c'est un outil d'élimination de masse. Novembre 1939. Staline lance ses divisions contre la Finlande. La théorie rencontre la réalité. La puissance industrielle de l'armée rouge se heurte à un fermier de petite taille. L'élève dépasse le maître. Le système soviétique, si fier de sa préparation, s'effondre face au talent pur de Simo Häyhä. L'Union soviétique envahit la Finlande. Le monde regarde les neiges de Finlande et y voit un avertissement. Hitler, lui, y voit une invitation. Berlin, juin 1941. Les rapports de l'OKW s'empilent sur le bureau du Führer. Il balaie d'un revers de main les pertes colossales de l'armée rouge face aux Finlandais. Pour lui, ce n'est pas la victoire du tireur d'élite, c'est la preuve de l'infériorité slave, une armée de colosses aux pieds d'argile. Les observateurs occidentaux commettent la même erreur. Ils dissèquent les échecs soviétiques, mais ignorent la leçon d'un seul homme, Simo Häyhä. Un seul fusil a paralysé des divisions. Hitler n'en a cure. Il lance 3 millions d'hommes à l'assaut de l'Est. Pourtant, Moscou a compris. Le commandement soviétique accélère la production d'optiques de précision. Les programmes d'entraînement s'intensifient. En Allemagne, le sniping reste un sport de niche, presque un vestige de la Grande Guerre. Les campagnes éclairs en Pologne et en France ont été trop rapides. On pense que le tireur d'élite est un luxe inutile pour le Blitzkrieg. L'illusion dure quelques mois. La Wehrmacht s'enfonce dans la steppe infinie. Au début, tout semble donner raison à Hitler. Les armées soviétiques sont encerclées, le front s'effondre, la victoire promise est à portée de main. Mais la ligne d'horizon finit par se briser contre les murs d'une ville industrielle. Le triomphe se transforme en un piège de béton et de décombres. Les grands espaces laissent place à une guerre de rats. Hitler attendait une reddition totale. Il obtient le massacre de la 6e armée à Stalingrad. Hitler avait promis une victoire éclair. Stalingrad a brisé ce serment. La Luftwaffe écrase la ville sous des milliers de tonnes d'explosifs. Les quartiers s'effondrent. Les généraux allemands pensent préparer le terrain. Ils se trompent. L'attente d'une cible molle s'efface devant une forteresse de décombres. Les bombes transforment le béton en labyrinthe. Les étages s'écroulent. La poussière grise recouvre les uniformes, transformant les soldats en spectres de pierre. Chaque mur éventré devient un nid de tireurs. Les Allemands découvrent la Rattenkrieg, la guerre des rats. Le lieutenant-général Vassili Tchoukov prend le commandement. Il impose une doctrine brutale, l'étreinte. Il ordonne de coller à l'ennemi, 50 mètres, 100 mètres maximum. Pourquoi cette proximité suicidaire? Pour paralyser l'acier allemand. À cette distance, les pilotes de la Luftwaffe refusent de lâcher leurs bombes. Ils craignent de pulvériser leurs propres troupes. L'aviation devient inutile. La supériorité technologique s'évapore dans les ruines. Tchoukov transforme le chaos en système. Le tireur embusqué n'est plus un soutien, il est le pilier de la défense active. Dans les sous-sols, les soldats creusent des trous de rats. Ils attendent. Ils observent à travers des briques brisées. L'objectif n'est pas seulement de tuer, il s'agit de bannir la sécurité. Chaque pas dans une rue dévastée peut être le dernier. La doctrine de Tchoukov repose sur l'usure permanente des nerfs et des effectifs. La ville morte dévore la 6e armée, un soldat après l'autre. Le général Tchoukov exige une pression totale. Les snipers transforment cet ordre en une traque méthodique de l'infrastructure. À Stalingrad, tuer ne suffit plus. L'objectif est de paralyser la machine de guerre allemande par une usure invisible. Chaque mouvement devient une invitation à la mort. Quel est le but ultime du tireur d'élite? Ce n'est pas d'éliminer un homme, mais de pétrifier une armée par la terreur. Le système de priorité des cibles suit une logique comptable. En haut de la liste, les observateurs d'artillerie. Un seul tir, et la 6e armée devient aveugle, incapable de diriger ses canons. Viennent ensuite les officiers. On les reconnaît à leur posture, à leurs ordres, puis les sous-officiers, les fameux NCOS. En temps de guerre, remplacer un cadre expérimenté est presque impossible. L'armée perd ses muscles, puis ses nerfs. La mécanique est cynique. Blesser un soldat est plus efficace que de l'abattre. L'homme hurle. Ses camarades hésitent. Si un médecin ou un soldat s'élance pour le secourir, le sniper tire à nouveau. Frapper le personnel médical n'est pas du sadisme, c'est de la mathématique pure. Au lieu d'un mort, les Allemands comptent désormais 3 blessés à évacuer. La chasse s'étend aux détails du quotidien. Les tireurs soviétiques guettent les porteurs d'eau et de nourriture.
Les cuisines roulantes s'arrêtent, les estomacs se tordent. Le réseau s'effondre avec les agents de liaison et les spécialistes des communications. La ville ne produit plus que des ruines et des cadavres. Un soldat allemand attend sa ration derrière un mur de briques. Les snipers ne visaient pas seulement les radios. La liste des cibles incluait désormais ceux qui portaient simplement de l'eau. Dans les ruines de Stalingrad, la survie était une équation mathématique froide. Et le calcul devint atroce. Un soldat allemand tend un morceau de pain rassis. Un enfant orphelin, affamé, s'en saisit. Le marché est simple, de la nourriture contre de l'eau. Le garçon court vers la Volga avec des gourdes vides. Les Allemands utilisent ces enfants pour les tâches mortelles. S'exposer sur la rive signifie la mort immédiate pour un soldat de la Wehrmacht. Mais un enfant, les Allemands pensent avoir trouvé une faille. Écoutez, le clapotis de l'eau contre le métal. Le gamin remplit les bouteilles sous le nez des tireurs d'élite soviétiques. Pour le Reich, la vie d'un enfant russe vaut exactement une niche de pain. La bouteille d'eau devient un arrêt de mort. Le commandement soviétique observe la scène. La pratique se généralise. Les officiers refusent que la faim serve de bouclier à l'ennemi. Ils donnent un ordre radical. Les snipers reçoivent l'instruction d'abattre ces enfants pour briser le système. Les tireurs s'exécutèrent sur le champ. Alors que l'Allemagne utilisait des enfants pour transporter l'eau, l'URSS mobilisait ses femmes pour donner la mort. Berlin n'était pas prêt. L'idéologie nazie restait figée sur le triptyque Kinder, Küche, Kirche. Les femmes au foyer, pas au front. Le choc fut total. 2000 tireuses d'élite rejoignent les rangs soviétiques entre 1941 et 1945. Ce ne sont pas des auxiliaires, ce sont des professionnels de l'assassinat. Le prix de cet engagement est terrifiant. 2000 sont partis, seuls 500 sont revenus. 75% de pertes. Comment les nazis appelaient-ils ces combattantes? Flintenweiber, les dondons à fusil. Un terme pour nier leur statut de soldat. Pour le maréchal von Bock, la sentence était immédiate. Toute femme soldat capturée devait être exécutée sur le champ. Le haut commandement soviétique connaissait ce sort. Chaque femme recevait 2 grenades avant de partir en mission. La première pour l'ennemi, la seconde pour elle-même. Le serment était simple. Elle gardait une balle ou une grenade. La capture n'était pas une option. Lyudmila Pavlichenko. Les Allemands l'appellent la Dame de la Mort. 309 victimes confirmées. Parmi elles, 36 tireurs d'élite ennemis. Elle survit à 4 blessures. Une évacuation par sous-marin la sauve du front, mais pas de la guerre. Le stress post-traumatique la brise. Les fantômes ne meurent pas en silence. Combien de soldats un seul fusil peut-il rayer de la carte? La réponse de Pavlichenko dépasse les pertes de certains bataillons entiers. Rosa Chanina incarne la terreur en Prusse orientale. À 14 ans, elle parcourt 200 km à pied pour s'inscrire à l'université. La mort de son frère change tout. Elle prend le fusil. 75 soldats tombent sous son feu. À 20 ans, elle protège un officier blessé de son propre corps. Elle meurt de ses blessures. Sa mère dira plus tard « C'est peut-être mieux ainsi ». Comment aurait-elle pu vivre après avoir tué tant de gens? La jeunesse s'évapore dans le viseur. Klavdia Kalugina entre à l'école des snipers à 17 ans. 257 morts. Elle rentre chez elle à 21 ans. Ses cheveux sont devenus intégralement blancs. Le choc thermique de la mort. Tatiana Baramsina était institutrice de maternelle. 36 victimes au compteur. Elle se porte volontaire pour une mission derrière les lignes ennemies. Sa position est submergée. Elle défend les blessés. Elle abat 20 Allemands. Puis, le clic sec du percuteur sur le vide. Plus de munitions. Les Allemands la capturent blessée. Ils veulent des chiffres, des positions, des noms. Elle refuse de parler. La suite dépasse l'entendement humain. Lors de la reprise du secteur, les soldats soviétiques découvrent son corps. L'identification est impossible par le visage. Ils reconnaissent Tatiana uniquement à ses effets personnels. L'état de la dépouille interdisait toute description. La captivité n'était pas une option. Pour un tireur d'élite, tomber aux mains de l'ennemi signifiait une fin que les manuels militaires n'osent pas décrire. La haine envers les snipers dépassait les lois de la guerre. Une lunette de visée valait un arrêt de mort immédiat. En cas d'encerclement, la priorité était de briser l'optique ou d'enterrer le fusil. Mais le danger ne venait pas seulement des Allemands, il venait de l'immobilisme. À Stalingrad, le froid broyait les os. Le tireur devait rester de marbre pendant 10 heures consécutives. Impossible de bouger pour relancer la circulation.
Impossible de satisfaire un besoin naturel sans trahir sa position. Le corps devenait un bloc de glace, mais l'esprit devait rester brûlant. L'optique imposait un autre supplice, la proximité forcée. À travers la lentille, l'ennemi cessait d'être une silhouette lointaine. Le tireur observait sa cible pendant des heures. Il le voyait rire avec des camarades. Il le voyait écrire une lettre à sa famille ou manger un morceau de pain noir. Le sniper humanisait sa proie, puis il pressait la détente. Cette érosion psychologique a marqué une génération entière. Après 1945, la grande majorité des survivants, comme Klavdia Kalugina, se sont emmurés dans un silence total. Ces traumatismes psychologiques étaient infligés par un équipement que nous appellerions aujourd'hui des pièces de musée. Le sniper soviétique ne comptait pas sur la technologie, il comptait sur sa vue. Le fusil Mosin-Nagant était la norme. Dessus, une lunette avec un grossissement de 3,5. C'est dérisoire. C'est moins que la puissance de jumelles pour enfants vendue dans le commerce actuel. Les Allemands disposaient parfois d'optiques limitées à un grossissement de 1,5. Aucun télémètre, aucun calculateur balistique, juste du bois, de l'acier et l'instinct pur. La précision naissait du chaos des ruines. Vassili Zaïtsev arrive à Stalingrad comme simple soldat. En 10 jours, il abat 40 Allemands avec un fusil d'infanterie classique. On lui donne alors une lunette. Résultat, 225 morts confirmés, dont 11 tireurs d'élite ennemis. Il n'était pas un cas isolé. Fedor Oklopkov atteint le chiffre de 344 victimes. Mikhail Surkov en revendique 210. Stalingrad est devenue une usine à tueurs invisibles. La ville a engendré plus de 1000 tireurs d'élite hautement qualifiés. Mais alors que les ruines de la Volga se figent, un autre enfer s'ouvre à l'autre bout du globe, le Pacifique. Un basculement total de décor. L'armée américaine change de monde. Fini le béton broyé et la neige ensanglantée de l'Europe. Place à la jungle épaisse et à la roche volcanique tranchante. Les repères s'effacent. À Stalingrad, le danger avait un visage, une fenêtre, un toit, un angle de rue. Dans le Pacifique, le danger est partout et nulle part. Le sniper japonais ne cherche pas le duel héroïque. Il devient une extension de la flore. La densité du feu à l'est était une tempête d'acier. Ici, c'est une terreur invisible et muette. L'ennemi se fond dans les racines. Il attend des heures sous une chaleur suffocante. L'optique allemande n'est plus la référence. Cette doctrine naît dans la poussière de la Mandchourie. Dès 1941, les tireurs nippons affinent leur art au contact des snipers chinois, eux-mêmes formés par des instructeurs allemands. Chaque section d'infanterie japonaise intègre désormais ses propres spécialistes de la mort silencieuse. La doctrine nippone ne se contentait pas d'exploiter le terrain. Elle annulait les lois de la guerre. Le sniper japonais ignore la Convention de Genève. Il cherche le brassard blanc. Un cri déchire la jungle. Un soldat américain s'effondre. Le médecin se précipite, sac de secours en main. Le réticule du tireur se fixe sur la croix rouge peinte sur le casque. Une détonation. Le secouriste tombe sur le blessé. Dans les centres d'entraînement impériaux, les recrues étudient des photographies d'ambulanciers américains. La consigne est mathématique. L'ennemi sacrifiera 10 hommes pour en sauver un seul. Tuer le médecin, c'est paralyser toute une section. Le droit international s'efface devant le calcul d'usure. Le doute ronge les rangs alliés. Les officiers arrachent leurs insignes de grade. Plus de salut militaire près du front. Saluer, c'est désigner la cible prioritaire. La peur devient un moteur stratégique. Les troupes inexpérimentées commettent l'erreur fatale. Dès le premier coup de feu, elles se plaquent au sol. Elles s'immobilisent. Le tireur, perché dans sa cage à singes ou terré dans un trou de renard, n'a plus qu'à ajuster ses cibles fixes. Les vétérans, eux, savent qu'il faut courir. Le mouvement est la seule armure. L'hystérie gagne les Américains. Au moindre bruissement de feuilles, les mitrailleuses balayent la canopée. On tire au canon anti-char chargé de mitraille dans les arbres. On appelle l'artillerie pour une ombre dans un ravin. La guerre devient un massacre sans règle. Le soldat japonais utilise son propre corps comme un piège. Un blessé nippon feint la reddition. Le médecin américain s'approche pour soigner. Le blessé déclenche une grenade. L'explosion déchire les deux hommes. Le code de l'honneur disparaît dans la boue. Les Alliés cessèrent alors systématiquement de faire des prisonniers. L'Empire ne cherchait plus des guerriers. Il produisait des pièges vivants. Si l'ennemi était une cible, le soldat japonais devenait un composable sacrifié. La doctrine interdisait la retraite. Elle imposait la fusion avec l'écorce et la boue. Le tireur d'élite représentait une ressource brute.
On le sélectionnait pour sa précision, mais surtout pour sa résistance au vide. Un peu d'eau, une poignée de riz, une capacité psychologique à disparaître pendant des journées entières. Dans la jungle, l'air pesait lourd. L'odeur de la décomposition se mélangeait à celle de la poudre noire. Comment tenir quand le corps lâche? Les soldats se ligotaient au tronc. Des cordes serraient les tailles et les bustes contre le bois. Si une balle les touchait, ils ne tombaient pas. La position restait secrète. L'Empire transformait ces hommes en sentinelles éternelles. Certains installaient de petites chaises entre les branches pour endurer l'attente. Des années après la fin des combats, des patrouilles découvraient encore des momies fixées à la cime des arbres. À Iwo Jima, le cauchemar change de forme. Le sol devient une passoire. Les trous d'araignées, ces puits individuels camouflés, percent la surface. Un Japonais surgit. Il tire. Il disparaît dans le réseau de tunnels. 10 minutes plus tard, il frappe à 100 mètres de là. Le système dévorait ses propres fils pour gagner quelques secondes. Sur les 7000 marines tués sur l'île, beaucoup ne virent jamais le visage de leur meurtrier. Des corps desséchés sont restés sanglés dans le feuillage pendant des décennies. Tandis que les jungles du Pacifique rendaient des squelettes enchaînés aux arbres, le Reich agonisant jetait ses dernières réserves dans le brasier européen. La tactique cédait la place au suicide collectif. L'idéologie était en faillite. L'État ne cherchait plus la victoire, mais à retarder sa propre fin. Qui tiendra la ligne quand l'armée n'existera plus? Les enfants. Dès décembre 1944, le système dévore sa jeunesse. Des adolescentes de 14 ans s'exercent aux grenades. Les garçons, biberonnés au tir et à l'obéissance, deviennent des ressources jetables. Regardez l'équipement. Une veste de combat trop large, des manches retroussées 3 fois, un casque d'acier qui glisse sur les yeux à chaque mouvement. Dans leurs mains, des fusils trop lourds et des Panzerfaust encombrants. 40 000 miliciens du Volkssturm montent au front. Parmi eux, 5 000 adolescents des jeunesses hitlériennes. C'est la population d'une ville moyenne envoyée à l'abattoir. Les commandants allemands les transforment en tireurs isolés. Ils les abandonnent dans des positions camouflées alors que le front recule. Un professionnel tire et décroche. Ces enfants, eux, ne connaissent pas la retraite. Ils tirent jusqu'à la dernière cartouche, ou jusqu'à la mort. Sur les ponts de Pichelsdorf, enjambant la rivière Havel, 5000 jeunes soldats attendent l'armée rouge. Les mains tremblent sur la crosse, le métal est froid. L'air sent la poussière de briques et la peur. Ils n'ont aucune tactique, juste une cible. En 5 jours de combat, 4500 d'entre eux sont rayés des effectifs. 9% de survivants.